Nous avons été voir Slam Dunk au cinéma. Nous allons découvrir en direct nos réactions. Nous ne savons pas du tout ce que nous avons pensé les uns et les autres. C'est le principe du café multiverse et ça commence maintenant. Bonsoir et bienvenue dans cette 82e émission du Café Multiverse où je vous retrouve ce soir avec Greg Dyser à nouveau. Bonsoir Greg. À nouveau et encore et toujours, oui, salut Pierre, ça va? Ça va bien et toi? Oui, je me rends compte que j'ai pas encore fait mon partage d'écran, Pierre. Je sais pas si on peut le Ah faire là en là là direct, là là mais là, on va pas y arriver, on va pas y arriver. Heureusement pour nous, il y a Rutil qui est avec nous ce soir. Bonsoir Rutil, Hello. qui est salut rutilante, on peut le Rutil. dire. Merci d'avoir accepté l'invitation, Rutil. Je suis très très honoré de t'avoir parmi nous et je suis très content. Alors, je sais qu'il y a Cowboy Etoile qui est dans les commentaires qui m'a dit quoi, vous avez Rutil dans l'émission? Je veux être là et il Non, est mais je suis là, un Pokémon rare. c'est super. Et nous avons également Ismaël. Bonjour Ismaël, parce que toi tu es en direct du Japon. Bonjour à tous. Donc merci d'avoir accepté cette émission. Voilà. Il est en direct de demain matin, Il c'est est en ça? direct de demain matin. Il est dans le Ouais. futur en fait, Ismaël. Il nous parle depuis Oui, le c'est futur. mercredi, ouais. C'est déjà mercredi matin pour lui. Il est 4h du matin. Nous, il n'est que 21h. Voilà, donc avec cette émission en direct, comme toujours, comme d'habitude, où on va vous parler dans une première partie de l'émission du film sans vous divulgacher l'intrigue, sans vous divulgacher des faits dont vous n'auriez pas eu écho jusqu'à présent, même si forcément Slam Dunk, ça commence à être connu en tant qu'animé et comme manga. Et dans une deuxième partie de l'émission, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, on va spoiler. Mais avant toute chose, on va commencer par faire un petit tour d'écran pour se représenter les uns les autres. Rutil. Pierre, excuse-moi, je me Vas-y, rends dis-moi, compte Greg. que t'as pas la bonne bande-annonce non plus. Je Qu'est-ce vois que la j'ai pas la bande-annonce de bande-annonce? One Piece. Oh là là, oui, oh là là, oui, genre pendant que Rutil, voilà, j'ai été totalement perturbé. C'est parce qu'on a commencé à l'heure, voilà ce qui se passe. Alors Rutil, je te laisse te présenter pendant que je mets la bonne bande-annonce. Je suis Rutil, je suis scénariste BD et webtoon et animation et autres. J'aime beaucoup Slam Dunk. Ah, peut-être qu'il fallait pas le dire. Si, ça on peut le dire encore, c'est pas du Bah spoil. si, parce que tu peux aimer l'univers de Slam Dunk et avoir détesté le film, par exemple. Est-ce que je peux dire que j'ai été voir le film cette fois? Oui, tout à Bah fait. oui, c'est un peu. En fait, ça fait un moment que je me dis que j'ai envie de t'inviter. Et en fait, quand j'ai vu que tu avais vu le film 6 fois, je me suis dit là, c'est quand même peut-être le bon moment pour. La seule, j'aimerais bien qu'on en discute d'ailleurs de ce phénomène parce que je suis pas trop la seule à l'avoir fait. 6 fois. Ouais, Mm. ouais, j'ai entraîné d'autres gens avec moi, mais Ah, il en est à 8, Ismaël qui nous fait le signe de 8. Ah là là. Ah, il y a un concours ce soir. je sais qui l'a gagné, mais c'est pas moi. Il y a apparemment, j'ai une pote qui est partie en Écosse pour le voir une 6e fois aussi. Elle était en vacances en Écosse, elle l'a vu. Et il y avait une meuf apparemment dans la salle qui l'avait vu 23 fois et elle récitait les répliques du film au fur et à mesure. Et ma pote m'a dit que c'était comme être à côté d'une instance supérieure. Sur YouTube, j'avais vu une vidéo où il y avait des journalistes chinois qui parlaient à une petite chinoise, et elle avait dû le voir 26 fois. Elle avait été à Taïwan, en Corée du Sud, au Japon, C'était peut-être la même. partout où elle pouvait le voir, elle avait fait le tour. C'était Très bien. Et donc toi, Ismaël, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bon, je m'appelle Ismaël, j'habite au Japon depuis décembre 2011. Et comme ça se voit derrière, je suis un gros fan de Slam Dunk. C'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a invité, voilà. C'est mon épouse Amy qui t'a trouvé, enfin qui t'a aperçu, qui a aperçu ta publication sur un groupe auquel vous appartenez tous les deux. Elle m'a dit, oh, regarde-moi ça. Et quand je lui dis que je faisais une émission sur Slam Dunk, voilà, c'était clair. C'était toi qu'il fallait inviter. Tu étais la 4e roue du carrosse pour cette soirée, voilà. La quatrième c'est roue pas du carrosse. Mais quoi, c'est bon, L'écran, il tu faut veux 4 dire roues pour avancer, sinon ça marche pas, sinon c'est un tricycle. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas la 5e, c'est la 4e, donc c'est bon cette fois. Bref, Greg, à ton tour. on a vraiment réuni l'équipe de choc C'est ce ça, soir. c'est ça, c'est la meilleure show au équipe cou. pour parler d'un sport collectif. Tout à fait. C'est Greg, pas un à ton signe, tour, par contre. rappelle-nous qui Alors, es-tu?
Alors moi, je suis, outre le fait que ça fait 2 ans, enfin, je démarre la 3e saison avec toi, donc je suis Greg Deiser, je suis dessinateur de bande dessinée. Salut Rutil, il paraît que t'es scénariste. Non, et en ce moment, voilà, je suis le dessinateur d'une série jeunesse chez Albin Michel qui s'appelle Cléo Super Sirène, le tome 1. Je suis en plein milieu du tome 2, j'ai terminé les ancrages, donc je passe j'ai plus que de la couleur à faire. Et ça sort au printemps prochain, le tome 2. Voilà, en attendant de démarrer le tome 3, bien entendu. Très bien. En ce qui me concerne, donc, je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale. Et dans d'autres matchs de ma vie, j'ai appartenu aux équipes de Japan Expo et de Comic Con Paris. Voilà, voilà. Sans transition, je vais recommencer un tour d'écran comme on fait d'habitude en vous posant une question un petit peu de contexte, c'est-à-dire quel est votre rapport à Slam Dunk? Rutil, peux-tu nous éclairer? Ouais, moi je l'ai lu il y a fort longtemps et je l'avais relu et j'avais trouvé ça très cool. Mais je l'avais pas dans ma bibliothèque. J'hésitais à l'avoir parce que c'était quand même quelque chose comme 40 tomes, un truc comme ça. Et bon, bref. Et le film sort et c'est une amie chinoise justement à moi qui me dit allez, vas-y, on va le voir, ça va être trop bien. Et moi j'étais là genre oui bon, Slam Dunk, enfin j'aime bien quoi, mais à ce point. Et après, effectivement, la première séance de cinéma, je me suis dit, ouf, j'ai été sauvée, le cinéma est sauvé. Je suis tellement heureuse qu'il y ait quelqu'un qui s'est décarcassé à ce point pour moi, pour me faire ressentir des choses, pour que ça soit aussi viscéral, que ça soit aussi honnête, que ça soit aussi sincère. Donc j'ai vraiment, évidemment, beaucoup aimé le film. Je suis retournée le lendemain le voir avec ma coloc, en lui disant, c'est trop, trop bien, il faut que tu vois ça. Donc ouais non et ce qui est marrant c'est que ma pote du coup chinoise m'a dit qu'en Chine ils le prenaient vraiment très très au sérieux et que c'était surtout des fangirls qui étaient fans de Slam Dunk et qu'il y avait des séances spéciales, des séances où elles pouvaient parler et crier, des séances silencieuses spéciales, des séances par fan parce qu'il y a différents fans de différents personnages et elles s'échangent des doujins, elles s'échangent et c'est vrai que moi qui suis yaoïste qui aime bien les mangas de garçons qui se font des bisous. Slam Dunk, c'était une supernova en termes de doujin. Ça a inspiré une trallée inimaginable de doujin, de grandes artistes en fait de BL. Comme par exemple Yoshinaga Fumi, elle faisait des doujins Slam Dunk. Donc Yoshinaga Fumi, vous la connaissez peut-être pour le Pavillon des Hommes, mais avant le Pavillon des Hommes, elle faisait des doujins Slam Dunk. D'accord, d'accord. Très bien. Et l'animé, tu connaissais ou pas? T'avais déjà vu des épisodes ou pas? Mais D'accord. par contre, justement, ma pote, enfin, parce que j'ai l'impression qu'en France, c'est pas passé dans le club d'eau. Il y avait, parce que moi, je suis génération club d'eau, du coup, fatalement, et c'est pas passé dans le club d'eau. Et je me demande si c'était pas genre peut-être un peu vaguement sur la chaîne manga, je sais plus. Par contre, dans l'Asie du Sud-Est, donc j'ai une amie thaïlandaise et une amie chinoise qui me disent que elles, c'était leur rendez-vous Slam Dunk. Donc c'est pour ça qu'elles avaient un attachement particulier aussi à cette série, quoi. D'accord, d'accord. Ismaël, tu peux nous dire ton rapport à Slam Dunk? On voit que par le décor que tu es un grand fan, mais comment ça t'est venu? Est-ce qu'un Français peut être fan de Slam Dunk? Parce que, comme le dit Rutil, c'est une série qui n'est pas passée au Club d'eau, c'est une série qui est passée quasiment inaperçue, en tout cas en animé, même si le manga est sorti en France. Et voilà, comment on devient fan de Slam Dunk en étant français? J'ai lu le manga, je crois que c'est fin des années 90, donc ça commence à compter. Après ça, j'habitais à Reims à l'époque et il y avait un tout petit magasin de jeux vidéo qui faisait de l'import. Toutes les cassettes vidéo, les VHS import et tout. Mais on a Et dû, dedans, on il y a dû avait... fréquenter le même, figure-toi, parce que on y allait à Reims dans ce magasin. Oui, moi aussi, moi aussi. Et à l'époque, il y a eu Slam Dunk qui est arrivé. Je parlais pas un mot de japonais, je comprenais rien au dialogue parce qu'il n'y avait pas de sous-titrage sur la VHS. Mais en fait, avec juste le dessin, ça suffisait à comprendre. Après, j'ai vu l'animé. Ben, l'animé, en fait, c'est simple. Le manga, pour moi, c'est mon manga préféré de tout. Il n'y a pas photo. En animé, il fait partie des 5 parce que la fin de l'animé me dérangeait. Et j'ai attendu 25 ans que Inoue Sensei corrige ce problème. Et il l'a fait formidablement bien. Pour revenir au yaoi, ma femme est réalisatrice de drama CD dans les BL. Mais donc elle fait des dramas CD. Incroyable. Mais voilà, et je voudrais lui rendre hommage parce que tout ce qui est derrière, c'est elle qui l'a fait elle-même.
Et ben, Donc, parce que tu pourras la féliciter de notre part parce que c'est vraiment top. Hein. j'ai deux mains gauches, donc je suis incapable de faire ce qu'elle a fait derrière. Donc voilà. Incroyable. Bah, félicitations, hein, franchement, excellent boulot. Merci beaucoup. Et je vais pas dire si j'ai aimé ou pas. Hein. Je suis allé le voir 8 fois. C'est pour la bonne chose. Oui, là, je crois que d'habitude, on donne pas notre avis si tôt dans l'émission, mais effectivement, là, si vous y êtes allé si souvent, on peut se douter que voilà, il y a une unanimité qui est en train de se créer là. C'est vraiment les dessins les plus bizarres au monde, quoi. L'utile, elle parlait des comment J'adore. Ouais, c'est l'accent japonais. C'est devenu habituel, donc désolé pour le. Rutil, elle parlait des séances où on pouvait encourager. Ça a commencé en Corée du Sud. C'est les Coréens qui ont commencé à faire ça. Ensuite, les Chinois s'y ont mis avec des énormes drapeaux. Ils venaient tous avec le drapeau de Shoku, ils s'éclataient comme des fous. Et finalement, les Japonais qui ne sont pas habitués à faire des trucs comme ça, parce que le cinéma, c'est vraiment quelque chose, c'est un temple, c'est sacré, il n'y a pas de son. Ils se sont dit, on peut faire de l'argent avec, donc nous aussi, on va s'y mettre. Et j'ai pu participer à certaines séances et ça a emmené surtout un public complètement différent, parce que jusqu'à maintenant, il y avait les personnes de ma génération, surtout les au-dessus de 40 ans. Et là, il y a eu toutes les jeunes filles de 20 ans, entre de la vingtaine qui sont arrivées pour faire la fête. Et ça a fait redécouvrir Slam Dunk aux gens, parce qu'ils ont sorti une nouvelle version de luxe cette année. Elle est 3e aux ventes de cette année au Japon, avec 4 millions d'exemplaires vendus. Donc, faut penser que Slam Dunk, quand même, est le manga de sport le plus vendu de tous les temps. Il fait partie des 6 ou 7 mangas les plus vendus au Japon. Et il fait partie dans le top 15, si vous mettez les bandes dessinées, Tintin et toute la bande, il fait partie des 15 mangas les plus vendus des 15 mangas, bandes dessinées les plus vendus de tous les temps. Donc c'est quand même un phénomène au Japon. Donc. Après, c'est vrai qu'en France, c'est moins connu. Ouais. Avec raison aussi, c'est un peu l'alpha et l'oméga du shonen de sport. Slam Dunk, ça aura un rapport avec ma recommandation à la fin de l'émission, mais c'est vrai qu'en termes de shonen de sport, ça a un peu donné le là pour à peu près tout le reste, quoi. C'est ça. Disons qu'il a une approche beaucoup plus réaliste qu'un Captain Tsubasa, par exemple. Donc ça donne vraiment une autre dimension au shonen de sport, en fait. Hein. Et avec ton rapport à Slam Dunk, du coup. Pour rebondir sur ce que dit Rutil, c'est vrai que moi j'ai lu du même auteur que Rokudenashi Blues, Rookie, un manga de baseball où pareil on sent vraiment l'influence, c'est-à-dire l'équipe qui se construit sur une base de tension, de bagarre et qui devient, c'est pas les meilleurs amis mais ça devient la meilleure équipe. Et alors moi mon rapport à Slam Dunk, tu le connais Pierre, hein, je l'avais déjà évoqué, mais en fait j'avais un ami qui avait une Saturn japonaise et qui avait joué, donc Pierre devant moi avait joué au jeu de basket Slam Dunk, que j'avais pas, au niveau graphisme j'avais pas trouvé ça formidable, mais ça m'avait quand même interpellé, cette histoire de jeu de basket scénarisé, et donc j'ai connu l'univers comme ça, et quand le manga a débarqué en France, manga papier, hein, j'en avais fait l'acquisition, et notamment pour moi c'est sorti à une époque où finalement il n'y avait pas tant de séries que ça, donc l'offre était pas démesurée, et j'ai assez vite été conquis par le manga. Pour ce qui est de l'animé, il se trouve que à cette époque-là, alors je vais essayer de recontextualiser, je pense que notre public il comprend ce que je vais dire, mais pour les plus jeunes, avant qu'on puisse regarder les choses en streaming, on vendait parfois les animés sur des supports, et moi Slam Dunk, j'avais fait l'acquisition chez un marchand de journaux de la première VHS des 3 premiers épisodes, et la version française était vraiment calamiteuse. Je crois que c'est du top du top Kojiro, quoi, tu vois, de Pierre, pour te resituer, notamment Kaede, la première fois que Sakuragi voit Kaede, il fait Ked. Donc faut vous remettre voilà, faut s'imaginer un peu à quoi ça ressemblait. Et puis je crois globalement aussi que Takehiko Inoue a un problème lui-même avec l'adaptation animée. Tout ça pour dire que j'étais super impatient de découvrir ce film réalisé par l'auteur lui-même. J'avais hâte de voir
ce que ça allait donner. Et je crois que c'est pas anodin, quoi, qu'un auteur de manga adapte lui-même son manga en long métrage. Alors, je continue pour répondre à la question que je vous ai posée. Moi, mon rapport avec Slam Dunk, il était... c'est marrant, c'est une sorte d'attente infinie. J'ai envie de la définir comme ça parce que ça faisait partie des mangas avec Yu Yu Hakusho qui sont sortis à la fin des années 90, qui ont succédé donc à la génération Dragon Ball, Captain Tsubasa, Senseiya, que j'attendais patiemment en France. Je savais que c'était en train de devenir un gros succès au Japon. Et moi, je l'attendais impatiemment. Et ils sont jamais arrivés en France finalement. Ils sont jamais sortis. Ou alors ils sont sortis, comme tu dis, dans des VHS, dans des choses comme ça. Ou ensuite sur des chaînes du câble, du satellite, etc. Et finalement, j'ai toujours cette attente qui est restée figée au fond de moi jusqu'à récemment, puisqu'elles sont arrivées sur ADN il y a l'année dernière, sur la chaîne de streaming ADN, où on peut enfin les voir. On va les voir en sous-titré intégralement, toute la série. Malheureusement, du coup, moi, j'ai plus l'intérêt à le regarder parce que il y a 100 épisodes, mais avec les fillers, mais avec tous les défauts des animés de ces années 90, quoi, qui sont à rallonge. Donc finalement, j'avais pas pu compléter ça. Et puis, il y a eu ce long métrage qui est sorti. Et là, j'entendais que du bien dessus. Que du bien. Et là, je vais commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. Par contre, et du coup, j'ai traîné ma femme et mes trois garçons. On a été le voir, mais on a quand même eu la même réaction au bout, allez, de peut-être 10 minutes de film. On se regardait du coin de l'œil en se disant, mais qu'est-ce qu'on a été voir? Pourquoi c'est si bien que ça? Au début, on ne comprenait pas, en fait. Alors, à part le générique de début, moi, qui m'a fait complètement frissonner, parce que c'est The Birthday de Yusuke Chiba, donc anciennement The Michel Gun Elephant pour les connaisseurs de musique japonaise. Mais moi, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on a été voir? C'est un truc sur le basket, il n'y a pas de basket, c'est l'histoire du gamin. Enfin, on était totalement paumés, totalement perturbés. Et puis, au fur et à mesure que l'intrigue avance, le truc, tout monte en pression. Et là, on est ressortis tous les trois. Vous avez déjà donné votre avis, vous avez été voir plusieurs fois. On est ressortis tous les trois, pardon, tous les cinq scotchés. Je disais tous les trois parce que je pensais à mes trois garçons, mais tous les cinq scotchés, voilà. J'aurais pu pitcher un petit peu le film. Vas-y. Parce que donc le Slam Dunk, The Last Slam Dunk, le film s'attarde sur un match précis qui a lieu dans le manga alors je sais pas s'il était adapté dans la série animée ou pas, à ceci près qu'il y a un gros point de vue qui change, c'est que la plupart des scènes, et il y a un joueur qui est clé, donc c'est le pivot Ryota Miyagi, qui devient le protagoniste principal du film. Comment ? L'arrière-meneur. L'arrière-meneur, excuse-moi. C'est Akagi. Ah, pardon, excuse-moi. Bon, bah, tu vois, on a bien fait de t'inviter. C'est pour rappeler que juste pour finir, c'est The First Slam Dunk, c'est pas The Last Slam Dunk. Ah, bah là, oui, d'accord. Bon, oh la vache. Et je me suis lancé dans le pitch. Bref, tout ça pour dire que on s'attarde donc plus sur ce personnage et également plus sur son vécu. Il y a beaucoup plus de vécu qui est développé que dans le manga. On découvre un petit peu comment il a grandi, son rapport avec le reste de sa famille, et donc ça rythme différemment le film. C'est-à-dire que c'est pas juste le match, et notamment la série animée souffrait du syndrome un peu Olivier Tom, où comme on les entend penser pendant qu'ils courent, d'un seul coup le terrain fait des kilomètres de long, alors que normalement une relance au basket ça prend quelques secondes, au bout de 5 secondes les attaquants sont au panier adverse. Et donc le film, les scènes du match sont entrecoupées par des moments beaucoup plus posés de la vie de Ryota Miyagi. Et donc, Ismaël, tu nous disais tout à l'heure que ce film t'a réconcilié avec la fin. On va peut-être pas parler tout de suite de la fin, mais en quoi l'animé original t'avait déçu, lui? Justement, c'est parce qu'en fait, l'animé et le manga n'ont pas du tout la même fin. D'accord. En fait, le manga finit justement avec le match contre Sano. Avec ce match-là, celui du film, donc. Avec le match du film. Alors que l'animé finit avec un match entre Ryonan, avec une team qui a été faite dans la préfecture, en fait.
contre l'équipe de Shoroku, qui était marrant, mais en soi, mais pour moi, c'était ce match-là qui était le plus important. Donc j'ai attendu presque. Et après, il y a eu pas mal de petits youtubeurs ou des petits amateurs qui ont fait des vidéos sur ce match, qu'ils ont essayé de faire des vidéos de ce match avec différentes images. Ouais, Mais j'ai attendu presque 25 ans pour que ça arrive, quoi. d'accord. Donc, Je rebondis sur ce que tu disais, Greg, tout à l'heure par rapport au fait que l'auteur s'était impliqué directement dans le film. Ça me fait penser à l'émission de la semaine dernière qu'on a fait sur One Piece. Et on se dit, ben voilà, c'est amusant parce que finalement, les auteurs qui ont terminé ces séries ou alors qui sont très très avancés dans ces séries-là, ils l'ont tellement imprégné, ils l'ont tellement dans la peau, qu'ils savent mieux en fait redire ce qu'ils ont envie de transmettre du coup. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ce film qui s'appelle The First Slam Dunk et qui est pourtant sur le dernier match est à la fois un préquel, et je vais pas trop spoiler, on en parlera dans la partie spoiler, et à la fois une fin, mais qui est quand même un début et qui pourrait amener à d'autres choses. Et c'est ça qui est totalement et passionnant, quoi. surtout ce qui pour moi m'a surtout impressionné, c'est qu'Inoue a pris énormément de risques. Parce qu'il aurait pu se baser juste sur ce match et faire une histoire à côté sur, par exemple, Sakuragi ou sur Rukawa, qui sont les deux protagonistes du film, et de la série et de l'animé. Et là, il a été prendre le 5e ou 6e rôle. C'est pas un Ryota Miyagi. Normalement, dans le manga, c'est juste la 5e ou 6e roue du carrosse, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Et là, il a pris le gros risque de lui faire une histoire que sur lui, en fait. Et je trouve ça vraiment bien, en fait. Il joue tout de même un rôle particulier dans le manga, ce personnage, parce que il est un peu central et on le revoit dans le film sur la mésentente, c'est-à-dire qu'il y a, j'ai bien entendu, je vais pas ressortir son nom comme ça, mais il y a un personnage qui était MVP avant et C'est ça. qui a quitté l'équipe, donc il joue un rôle important dans son retour. Et puis dans ce match-là, il joue un rôle important parce qu'il est hyper oppressé, c'est-à-dire que l'équipe en face, qui sont vraiment les champions tout désignés, lui mettent une pression d'enfer. Et je me rappelle justement qu'il se révèle, notamment dans cette compétition-là et spécialement dans ce match-là. Et donc je trouvais ça, si tu veux, moi quand le film commence, je trouve ça hyper cohérent et limite ça, ce petit supplément d'intérêt, moi il a marché immédiatement avec moi parce que si on te catapulte comme ça, tu connais pas, d'accord, je pense que c'était la bonne porte d'entrée pour moi, pour ceux qui sont allés voir ce film et qui ne connaîtraient pas, ce qui est le cas de mon fils par exemple qui est venu avec moi et qui a lu le manga ensuite, alors que quand je lui ai proposé le manga il voulait pas le lire. Là, pour moi, c'est justement c'est une autre porte d'entrée, c'est-à-dire on change le protagoniste. Et comme tu dis, c'est une prise de risque. Et en même temps, je trouve que c'est un coup de génie. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment un coup de génie. En même temps, dans Slam Dunk, enfin, ce qui est intéressant, je disais, mais ça c'est propre au basket aussi, c'est pas vraiment un sport d'équipe, dans le sens où c'est un rassemblement de grosses individualités. Et si tu regardes chaque personnage pense qu'il est le protagoniste de l'histoire. C'est ça. Oui, c'est vrai. Ils ont chacun au passage leur moment où ils brillent. Mais moi, ce qui m'a amusé, par exemple, en lisant le manga Slam Dunk, c'est que le meilleur joueur de l'équipe, il le dit tout le long, c'est Akagi. C'est le gorille à dunk, etc. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Rukawa, il se révèle très bon joueur aussi. Mais ce qui est marrant, c'est que chacun se prend pour en fait le héros de l'histoire. Et tu pourrais nous en dire plus, Rutil, sur le fait que qu'est-ce qui t'a motivé à y retourner aussi souvent finalement? C'est un film qui te récompense de le revoir. Parce que c'est un film qui est... il y a beaucoup justement de choses qui passent par la mise en scène. Tu t'en parlais, Greg. Il n'y a pas tout le temps cette espèce de truc très classique shonen de sport. Il y a un personnage dans l'assistance qui va expliquer tout ce qui se passe. C'est pratique, mais ça peut être assez lourd en termes de narration. Donc là, on comprend absolument parfaitement tout ce qui se passe. Et il y a des petits trucs, alors sans rentrer dans les spoilers, mais genre il y a des petits trucs de mise en scène. Par exemple, un personnage a grandi, il repart dans un endroit dans lequel il allait quand il était petit, et il se cogne la tête contre le haut du truc parce qu'il a grandi, en fait. C'est que des petits trucs comme ça qui sont du génie absolu. Il y a le rythme global du film me fascine. Vraiment, ça commence assez à la fois bien pour les protagonistes, mais
de façon un tout petit peu lâchée. Puis au fur et à mesure, il va augmenter le rythme, il va ralentir, enfin, c'est extraordinairement maîtrisé. Et c'est vrai que c'est fou qu'un mec comme ça, enfin moi, ça m'a impressionné. Je me dis, putain, c'est un peu injuste parce que Inoue, c'est quand même un gars qui dessine très bien. Il est connu pour être un des plus grands dessinateurs semi-réalistes au Japon. Enfin, et ailleurs d'ailleurs. Hein. S'il y a des top mangas sur Twitter, les 10 meilleurs mangas que tu as jamais lus, ça va toujours être Vagabond, Inoue, blablabla. Et malgré ça, malgré un dessin semi-réaliste, c'est pas statique, c'est pas raide. Donc il a fait vraiment tout un manga enfin vraiment dans le découpage, c'est fou. Il a fait Prescription. Il y a un avant après Slam Dunk, il y a un avant après Slam Dunk dans le yaoi, il y a un avant après Slam Dunk dans le shonen de sport d'une manière générale. Et là, il s'attaque à faire le dessin animé de son manga en ce que vous avez dit, en prenant cette porte d'entrée qui est pour moi tellement géniale que j'essaye de voir comment moi je peux l'adapter moi-même à ce que je fais en fait. Le fait de faire un perso secondaire et que ça soit ta porte d'entrée. Et au final, ça donne une cohérence, ça donne un ensemble au film absolument parfait parce que les thèmes qui animent Ryota collent exactement en fait au thème du match, à prendre ses responsabilités, à se montrer adulte, à évoluer, etc. C'est incroyable. Donc ouais, moi j'ai vécu Slam Dunk ces 6 fois. À chaque fois, en remarquant des nouveaux trucs, des micro-expressions dans l'animation, Sawakita qui a des toutes petites micro-expressions avant de se mettre à pleurer, etc. C'est incroyable. Et ouais, on s'en lasse pas au bout de 6 fois, quoi. J'ai une question à vous poser. J'ai déjà un petit peu la réponse. Mais quand j'étais au cinéma, pour tout vous dire, derrière moi, il y avait quelqu'un qui avait le maillot numéro 7. C'était beaucoup des adultes. Et j'ai senti à certains moments où l'action est coupée, parce que l'action, elle est à son comble, et d'un seul coup, elle est coupée par un flashback, des soupirs de trop plein, et je me suis justement, c'est aussi pour ça que ça m'intéressait d'avoir dans l'émission des personnes qui avaient vu plusieurs fois le film. Vous n'avez jamais ressenti de trop plein, que l'action était trop coupée. Je sais pas si j'ai bien formulé ma question, mais vous voyez, il y en a qui étaient presque saoulés de pas pouvoir voir le match dans son intégralité et rapidement. Moi, je trouve que c'est tout l'intérêt du film, justement, d'avoir eu ce séquençage. Est-ce qu'au fil du temps, à force de le voir, c'est encore plus riche, ou bien des lenteurs d'après vous dans le film? Ismaël, tu veux répondre? Ah non, pour moi, sincèrement, ça m'a pas du tout gêné. Au contraire, j'ai même adoré ces coupures. Donc, parce que ça expliquait beaucoup mieux la vie de Ryota et la complexité de sa vie familiale et tout ça. Et pour moi, c'était fantastique. Et à côté de ça, à côté de moi, il y avait plein de personnes en larmes à côté. Que je rigolais. Ça m'amusait, mais il faut pas oublier, c'est que Inoue est un amoureux du basket. Et déjà, ça se sent quand il fait Slam Dunk. Il n'a pas fait que Slam Dunk. Il a fait aussi Real. Il a fait aussi Buzzer Beater. Juste pour ceux qui ne connaissent pas Buzzer Beater, c'est quand même un webcomic qui a été colorisé par ordinateur en 1995. On ne parle pas d'un truc qui a été colorisé par ordinateur en 2020, en 1995. Donc, à mon avis, c'est ça, c'est surtout son amour du basket qui lui a fait faire ce truc-là. Après, l'histoire tout autour est franchement fantastique. Ce qu'il a fait, pour moi, j'ai attendu 25 ans pour avoir ce truc-là, mais j'ai aussi attendu 35 ans pour avoir un vrai film d'animation qui m'avait vraiment touché depuis Akira, en fait. Depuis Akira, il n'y avait rien pour moi Si, j'ai aimé les Ghibli, j'ai aimé les trucs comme ça. Mais depuis Akira, il n'y a aucun autre film d'animation qui m'a mis une claque pareille, en fait. J'ai plein d'amis qui ne connaissaient pas Slam Dunk, qui sont allés voir Slam Dunk, The First Slam Dunk, juste parce qu'il y avait énormément de revues. Et ils ont tous adoré, ils ont trouvé ça vraiment très bien. Et ils n'ont pas envie spécialement d'aller voir le manga derrière. Hein. Et je vais répondre à ta question, Greg. Moi, je ne l'ai vu qu'une fois, mais ce qui est amusant, c'est que
mes trois garçons qui connaissaient pas du tout, enfin, ils connaissaient vaguement de nom parce qu'ils baignent dans cette culture à la maison, mais ils étaient tous fans de Slam Dunk en sortant du film. C'est ça qui est incroyable. Et tu parlais du rythme. Autant, comme je racontais tout à l'heure en début d'émission, le rythme du tout début du film nous fait nous regarder en nous disant mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Et au fur et à mesure que la pression monte, que le rythme change, qu'on sue presque avec les protagonistes, qu'on tremble pour eux, et je parle même pas de ce qui se passe à la fin, parce qu'il faudra que je vous en parle la partie spoiler, mais moi j'ai vécu un moment incroyable, je comprenais pas ce qui se passait. Mais c'est vraiment, on est pris dedans et alors, la musique, elle est absolument incroyable. C'est pratiquement, on en parle souvent dans l'émission comme des fois un personnage supplémentaire de l'histoire, mais là, effectivement, elle soutient tellement habilement le propos et puis elle vient donner un rythme en plus du dessin. Enfin, il y a rien qui est à jeter. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse trouver des passages ennuyeux. Au contraire, les passages plus cool, ils te font souffler, ils te font reprendre ton souffle, ils te font reprendre tes esprits et ils te permettent Mhm. de repartir encore plus fort en te disant vivement la suite, vivement la prochaine scène, quoi. Mhm. Surtout qu'ils sont pas gratuits, ces flashbacks. À chaque fois, Ah ouais. il y a un jump thématique, en fait. À chaque fois, ça amène, ça explicite des trucs, ça donne de la dimension. Enfin non, ceux qui veulent s'en tenir juste au match, il faut qu'ils regardent juste des shonen modernes un peu plus bas de plafond, quoi. Je vais pas citer quoi, Sinon, les highlights sinon, regardez les highlights sur YouTube, juste les petites parties de 3 minutes là, c'est tout. Bah, ce serait pas intéressant. Et en plus, le coup de génie pour moi encore plus, hein, c'est que ce match, c'est l'aboutissement du manga ou de l'animé selon le format dans lequel on l'a regardé. Donc ce film, si c'est un standalone movie, si c'est un film qui doit marcher par lui-même, il est obligé de se reposer sur quelque chose. Et il peut pas se reposer sur tout le parcours qui a fait que Sakuragi était le pire basketteur au départ, même s'il avait des performances physiques de fou, et terminé à jouer dans un match semi-pro. Et là, en fait, sans nous ramener, justement, il aurait pu faire la même chose en faisant des flashbacks des personnages, des protagonistes qu'on connaît, mais il n'a pas fait ça. Il a inventé du background sur un autre personnage. Donc pour moi, le film, il est parfait. Il suffit à lui. En fait, le film se suffit à lui-même. Tu n'as pas besoin de regarder le manga, tu n'as pas besoin de lire l'animé, tu as juste à prendre du bonheur en regardant ça, quoi. Et surtout, je pense que l'animation. Alors, moi, je suis pas un pro de l'animation, mais je pense qu'il va y avoir un avant et un après Slam Dunk parce que le dessin, la manière que le match a été tourné, je pense qu'il va y avoir un avant et après celui-là. Les prochains animés seront comme ça. J'aimerais qu'on en parle de ça parce que je crois comprendre qu'il y a de la 3D, c'est-à-dire que les personnages sont modélisés en 3D et que pour autant, les visages, c'est-à-dire que les parties importantes, les mains, les visages, elles ont quand même l'air d'être en 2D. Ça me semble pas être du cel shading. C'est un mélange de tout. Il y a de la mocap, il y a de la 3D avec, je crois, des puppets, mais je suis pas sûr. Et il y a de la 2D. Il y a de la 2D. D'ailleurs, IG Production aussi est crédité au générique. Donc il y a pas mal de... C'est un mélange en fait, c'est un mélange et c'est très malin de sa part aussi. S'il avait fait juste de la full 3D, il faut s'habituer un petit peu au côté un tout petit peu raide des fois de la 3D, mais plus le film avance, plus on l'oublie et plus on se dit vraiment techniquement c'est extraordinairement fort. Je suis assez d'accord. Sur les premiers plans, je sais pas si ça vous l'a fait, mais les premiers plans, quand on découvre le matériau et qu'on voit les plans larges comme ça, qu'on les voit courir les uns autour des autres, je me suis dit attends, est-ce que le framerate est bizarre ou est-ce que c'est moi qui les trouve raides? Est-ce que ça va être tout le film comme ça? Et en fait, effectivement, par le biais de, comme tu dis, de techniques composites, en fait, on en arrive complètement à oublier. Et c'est vrai qu'il y a des fois, tu regardes, tu as l'impression de voir du dessin animé à la main, et c'est pas de l'impression d'ailleurs, si tu vois du dessin animé à la main, et en même temps un beau travail de couleurs sur les décors, de quasi peinture parfois. Enfin, c'est comme tu dis, il y aura un avant, un après, et limite.
Quel est ce film Ghibli que j'ai vu qui était tout en 3D sur une sorcière où j'ai pas pu le regarder en entier parce que j'aimais pas, où il y avait un truc qui me plaisait pas du tout. C'est genre machin et la fleur de quelque chose, c'est Marie. Peut-être Anne-Claire va pouvoir nous le dire en commentaire si elle est toujours là. Et je me suis dit, il y a un truc qui est pas fait, enfin notamment par exemple, moi j'adore les Pixar, hein, comme beaucoup. Il y a il y a on sent qu'ils ont travaillé leur truc et là, moi j'ai hâte de voir effectivement d'autres productions, comme tu dis, qui soient sans doute composites comme ça, c'est-à-dire qui nous rappellent suffisamment le manga, qui nous montrent en fait pas une adaptation, pas un travail de chara design, mais finalement moi j'ai vraiment vu les personnages du manga, j'ai pas vu des personnages animés tirés du manga comme c'est souvent le cas, et en même temps ultra nerveux par moment et avec quand même il n'y a pas de sentiment de vide en fait, hein. Quand il y a de la foule, il y a de la foule vraiment. Oui, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir l'après. Pardon. Il y a Arana Koumé dans les commentaires qui nous dit c'est hyper intéressant comment le film modifie certaines storylines du manga pour se suffire à lui-même. Alors, c'est ce que tu disais, Greg. Et moi, c'est ce dont j'avais peur en fait en emmenant mes garçons, c'est de dire qu'ils allaient découvrir quelque chose. Et je me suis dit, est-ce que justement il allait se suffire à lui-même? Et c'est le cas. Et ça va même plus loin que ça, c'est que je trouve que le lien qu'il y a, parce que on voit aussi, on a la suggestion de ce qui se passe avec les autres personnages, même si on n'a pas complètement toutes les scènes au complet pour chaque membre de l'équipe, mais on sait, pour ceux qui connaissent le manga et l'anime, on sait ce qui se passe après, le retour dans l'équipe, l'arrivée de Sakuragi, comment il intègre l'équipe, et tout ça, c'est suggéré, c'est mis de façon intelligente tout au long du film pour nous donner envie justement d'aller vers l'œuvre et d'en savoir plus. Mais malgré tout ça, le film se suffit à lui-même de bout à bout. Et ça, je terminerai cette première partie en ce qui me concerne en disant, voilà, il faut absolument le voir, il faut le voir en VO. Moi, j'ai eu la chance de le voir en VO, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans nos cinémas de province. Et vraiment, c'était un moment formidable, donc je le conseille absolument, quoi. Qui veut donner son avis? Mais enfin là, j'ai l'impression que tout le monde l'a donné Je pense qu'on déjà. a compris, ouais, je pense qu'on est on est tous conquis par le film. Après, on pourrait toujours, là, on a vu, hein, il y a une compétition qui s'est mise en place pour savoir quel est le plus grand fan de ce film. Je pense que Pierre et moi, on est sur la On est touche, derrière, ouais, c'est foutu, là. mais voilà, Et sans c'est, transition, on passe à la partie spoiler. Donc, je m'adresse aux spécialistes, peut-être plus particulièrement Ismaël, ou même sur Utile, si elle a lu le manga, elle peut nous dire. Ces parties-là, le background avec le frère, ça existe dans le manga ou pas? Moi, j'ai pas lu le manga en entier. Ça n'existe pas dans le manga. C'est vraiment quelque chose de complètement original pour The First Slam Dunk. Mais même, Parce que il y a des trucs qui ont été modifiés. Par exemple, le background de Sawakita, ils lui ont fait un papa qui jouait avec lui quand il était petit, etc. Là, c'est vraiment juste, il va dans un temple Shinto, il prie, c'est ça. il fait un mauvais souhait, il fait Be careful what you wish for, il fait une connerie. Mais je préfère le background du film pour le coup, parce que c'est vrai que dans le manga, c'est un peu on s'en fout, tu vois, c'est genre ouais, ok, t'as joué avec ton père quand t'étais petit, t'étais super fort, ok. C'est Alors ça. pour moi, c'est un peu plus thématiquement rigolo parce que ben ils ont cette esthétique de bonze, c'est les rois de la montagne, Sanno, c'est littéralement le roi de la montagne, donc du coup, ouais, ça colle un petit peu mieux. Le fait qu'il ait fait un mauvais souhait auprès des dieux et en plus qu'il soit vraiment très très arrogant parce que il est en mode c'est bon, j'ai fait le tour du basket lycéen, dit-il. C'est ça. Donc c'est vrai que le film, je le trouve mieux géré aussi, même dans le traitement de certains autres persos. Et qui Oui, sont parce que Sawakita, l'antagoniste, c'est effectivement, il est un peu monolithique. Toute l'équipe, elle a l'air très forte et imbattable. Et je sais plus si c'était travaillé à ce point dans le manga, mais là, on a son vrai arc narratif à lui, c'est-à-dire apprendre la défaite. Et ça, c'est super. Et même, j'étais plutôt en empathie avec le personnage aussi. Et tous les arcs narratifs sont réussis. Ouais, ouais. Après, par exemple, dans le manga, Mitsui et Miyagi ne se rencontrent pas quand ils sont tout gamins, quoi.
Mhm. Il y a Ça, des c'est choses pour pour les, te ça, c'est pour les Dojin Yaoi. Ouais, c'est pour juste donner un peu de. Un peu de matière, oui. Alors, moi, je vous disais qu'on a vécu enfin, j'ai vécu, en tout cas, avec mes garçons, une expérience assez particulière parce qu'ils sont tous sortis du film en me disant, mais son dos, ça va? Parce que Ah, ça les a obsédés, mais alors ça, littéralement obsédés. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a il y a une petite histoire de backstage éditorial derrière ça. C'est que en fait, Inoue, il a eu donc il était publié, prépublié dans le Shonen Jump. Ça s'est hyper mal passé avec la Shueisha, qui voulait arrêter sa série, alors que c'était une série qui marchait, mais personne ne sait. Mais bon, bref, ils ont arrêté la série. Donc c'est vrai que quand tu lis le manga, ça finit avec le match avec Sano. Mais t'as un peu un côté limite un peu abrupt. Ça marche, hein, ça te prend pas complètement par surprise. C'est pas un peu en mode c'est bon, les lumières s'éteignent, cassez-vous maintenant. Mhm. Il y a quand même une forme de conclusion et ça finit. Ça finit où Okawa intègre l'équipe nationale japonaise et Sakuragi est juste en rémission. Mhm. Ouais, Mais sur la plage avec il Haruko. voilà, sur la plage, mais il paraît, ça c'est un pote à moi qui m'a raconté ça, que en fait Inoue voulait faire un vrai arc de rémission comment ça s'appelle, de rééducation pour Sakuragi, parce que il voulait prendre au sérieux justement ce truc de tu te blesses dans un sport, tu peux ne pas t'en remettre en fait. Et en fait, comme la Shueisha, exactement, merci Greg, comme la Shueisha a un peu étouffé le truc dans l'œuf, effectivement, il a fait le truc qu'il pouvait pas faire, c'est-à-dire il a fait Reel, c'est-à-dire avec un autre protagoniste. Et c'est vrai que c'est intéressant, Reel, parce que c'est pareil, c'est le protagoniste des boules, il est un peu en mode ouais, mais moi je suis pas comme vous, je fais que passer, hein, alors commencez pas à vous faire des idées, et jusqu'à découvrir. Donc le Reel, juste pour replacer, c'est sur le handi-basket. Et C'est apparemment, formidable. Et c'est fait par l'auteur du manga tout seul. c'est ça. Et je trouve pour le coup que à la limite Reel c'est encore plus réussi en fait. Il y a tout ce côté viscéral encore une fois qu'on retrouve dans le film The First Slam Dunk. Autant le manga Slam Dunk il est très cool, il y a plein de moments hyper drôles, hyper forts aussi. Mais Reel putain c'est une vraie claque. Et voilà, c'est non seulement superbe mais en plus je sais pas, il y a un truc chez lui, chez ce mec-là, qui est profondément honnête et sincère, et il essaye vraiment de comprendre ses personnages et de leur laisser je sais pas, leur laisser la place belle, et c'est très inspirant en fait. Ça me fait l'admirer d'autant plus. J'ai pas pu parler de cet élément dans la partie non spoiler. La fin abrupte dont vous parlez, c'est vrai que c'est hyper abrupt. Par contre, quand le manga a été publié en français et que le nombre de mangas à publier était connu à l'avance, j'ai pas pu être aussi surpris que ça, au point que aux alentours, il y a 31 tomes, hein, tu te posais la question s'il y en avait 40, c'est 31. Aux alentours du 27-28, tu comprends qu'ils sont en train de jouer leur dernier match, alors qu'ils sont en plein milieu d'une grosse compétition. Donc, quand les derniers tomes arrivent et que tu dis, mais mince, dans le dernier tome, on a passé 20 minutes du match. Dans ce tome-ci, on a fait que 10 minutes, et dans le tome d'après, on fait que 5 minutes. Je plaisante pas, hein, c'est quasiment comme ça, au point que les pages de la toute fin du manga, du match, pardon, sont des secondes, en fait. Hein. On voit le compte à rebours comme ça. Il y a peut-être même des secondes qui durent plusieurs doubles pages. En fait, on comprend, malheureusement, j'imagine pas ce que ça a dû faire aux lecteurs qui ne s'imaginaient pas que la série pouvait s'arrêter là, parce que en gros, donc maintenant on est dans le spoiler, on peut en parler. Ce match contre cette équipe ingagnable, il le gagne, sauf que hyper abrupt dans le manga. La page d'après, donc t'as le journaliste qui fait je peux prendre la photo d'habitude il prend toujours la photo de Sano, l'équipe contre qui ils ont gagné. Là ils prennent l'équipe de Shohoku et puis ils expliquent dans une page ou deux, en fait, cette photo n'a pas été utilisée dans le magazine parce qu'en fait, ils ont perdu au match d'après. Lui, il était blessé, lui, il était trop fatigué, et ça te tombe comme une enclume sur la tête. Tu fais, mais au secours, j'étais tellement heureux. Et effectivement, là, après, tu te dis, mais au fait, et sa blessure, est-ce qu'il continue pas?
Surtout qu'il ramène un gars qui vient observer le match, un entraîneur, etc. Tu te dis, il y aura un truc. Bah, ouais, Après, Inoue, c'est quand même un roi pour avoir des mangas qui sont pas terminés. Hein. Parce que ça soit Léal, que ça soit Vagabond, que ça soit tous, ils sont toujours pas terminés. Il les reprend au fur et à mesure. Il a repris Rial en 2020. Il a arrêté. Là, il va reprendre juste après The First Slam Dunk. Il a dit, je vais recommencer Rial. Donc, avec lui, on ne sait jamais. Il peut toujours se décider à faire quelque chose d'autre. Mais toi qui es fan de Slam Dunk, tu te rends compte aussi qu'il est un peu hanté par son œuvre. Parce que si je me rappelle bien, au moment où ils ont ressorti, pas cette version en manga, mais la version, comment on appelle ça, un peu imprimée en plus grand avec des pages en couleur, il me semble qu'il s'était complètement investi dans la promo. Je crois qu'il y avait des moments où voilà, celle-ci. Je me rappelle, alors j'ai pas bien compris le contexte, mais je vois Takehiko Inoue qui va dans des établissements scolaires et qui va dessiner des cases au tableau, qui va dessiner ses personnages. Tu peux nous expliquer un peu ce qui s'était passé? En tout cas, tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'il n'est pas hanté, mais en tout cas, il est habité par Slam Dunk et il est de toutes les ressorties, en fait. Ben, en fait, alors j'ai vu que le dessin, parce que ma femme a acheté un livre où il y a tous les dessins qui ont été faits par Inoue sur... attendez, je crois que je vais le prendre. Vas-y. Les dessins qui, donc, je le précise, ont été effacés, et moi, ça me rend fou. Ils ont été faits sur des tableaux, vous imaginez? Alors moi j'aurais quand même pendant que Ismaël va nous montrer son artbook, moi j'avais une question. C'était. Désolé de vous avoir fait attendre. Ah bah, c'est bon, t'es prêt. Vas-y. Donc voilà, tous les dessins qui ont été faits par. Alors oui, je sais pas, faut que j'attrape la caméra. Est-ce que tu peux avant d'avancer? Il y a des dessins qui ont été faits dans les anciennes écoles où il a. C'était les dessins sur les tableaux, d'accord. Voilà. J'explique pour ceux qui nous écouteraient en podcast. Ouais, qui vont nous écouter en podcast. Alors moi, j'ai pas trop suivi. Je vais être honnête, j'ai pas trop suivi l'histoire. Ma femme l'a suivi. Il faudrait que je lui demande. Ouais. D'accord. Donc moi, ma question, c'était un petit peu ma dernière question pour qu'on termine sur cette partie spoiler. C'est, je vous disais en début d'émission que j'avais ressenti que c'était à la fois une fin et un début, une sorte de préquel et de fin. Vous l'avez ressenti de cette façon, vous aussi, ou pas? Qui veut se lancer? Faut-il? Non, moi, enfin, je sais pas, s'il sort jamais que The First Slam Dunk, moi, ça ira. Évidemment, j'irai voir n'importe quelle suite qu'il sortira, parce que je suis très convaincu par ce qu'il a proposé. Mais c'est ça que j'apprécie, en fait, c'est que c'est tellement un film qui se justifie en tant que film, ce qui est rare. Et oui, on en parlait tout à l'heure, c'est genre normalement, surtout pour des séries Jump, tu auras tendance à faire un film sur un truc qui n'est pas arrivé, tu sors un antagoniste de nulle part. Enfin, tu vois, bon, c'est pas. Oui, c'est jamais canon par rapport à l'histoire. Soit c'est pas canon, soit c'est un peu pareil, ça s'intègre, c'est un faux arc. Je pense à Demon Slayer par exemple, ils ont sorti un film qui est une espèce de fausse saison qui est en même temps un arc et genre c'est chiant au bout d'un moment et c'est mieux de pouvoir. Enfin, il y a des gens effectivement qui m'ont dit qu'ils ont été voir Slam Dunk, ils n'ont pas compris parce qu'ils se sont dit que il fallait lire le manga et je suis là genre mais pas du tout. Il faut juste que vous compreniez ce qu'il est en train d'essayer de vous dire en fait. Et tout le long, enfin quand je parlais de trucs de mise en scène, donc le coup de Iskogne, c'est Ryota qui revient à la grotte où il était avec son frère. Et en fait, un tout petit truc, il revient adulte et il se cogne sur le haut de la grotte parce que il a grandi, il n'a plus l'habitude de juste passer tout seul. La blessure de Mitsui, on comprend en fait que Mitsui s'est fait une blessure au genou. Ça revient régulièrement et c'est juste visuel. Il y a à aucun moment quelqu'un dit ah oui c'est vrai la blessure au genou de Mitsui, etc. Enfin voilà, pour moi c'est un film qui à la fois emploie toutes les techniques de cinéma pour faire du vrai cinéma et à côté de ça oui, si t'es fan de Slam Dunk tu vas être d'autant plus récompensé parce que ça développe aussi un personnage que t'as pas trop vu dans la série et ça le développe extrêmement bien et effectivement genre juste si jamais il fait une suite j'ai besoin que ça soit aussi thématiquement fort.
C'est-à-dire qu'on parlait des flashbacks tout à l'heure, j'ai pas pu le dire, mais je trouve ça très intéressant que le cœur du film, le cœur battant du film, la raison pour laquelle c'est important pour Miyagi spécifiquement de gagner le match contre Sano. Parce que ça aurait pu, encore une fois, c'est genre oui, c'est important de gagner parce que l'esprit d'équipe, parce que c'est les plus forts, et nous on est les plus forts aussi, alors on aimerait bien gagner les plus forts, etc., tu vois. Non, le cœur battant du film est révélé dans un flashback. C'est-à-dire que Ryota revient à Okinawa, il va dans la fameuse grotte avec son frère, et là il y a un flashback où il est petit, et c'est son frère qui donc dit en fait j'aimerais bien battre Sano, ce serait mon ambition à moi. Donc, et ça je trouve ça génial parce que je pense que dans n'importe quel autre truc un peu moindre, c'est-à-dire un shonen un peu plus basicos, moins bien mis en scène, ce serait dit dès le début. C'est genre, c'était important pour mon frère de se battre contre Sano et d'être le plus fort. Alors moi, je vais être le plus fort, enfin, etc. Bon, vous voyez le truc. Dans le registre quasi télé-réalité d'ailleurs, où les gens arrivent et ils te balancent sur la table directement. Ça reviendrait en leitmotiv, etc. Donc non, là on te le donne comme un secret, on te le donne. Tiens, cadeau, en fait, voilà pourquoi c'est important que Miyagi gagne le match. Et ça intervient plus ou moins à la moitié aux 2 tiers du film. Je trouve ça hyper intéressant. Donc c'est vraiment genre, le propos est dévoilé là. Donc ceux qui étaient emmerdés par les flashbacks, on les emmerde. Il faut le dire. Donc, je sais plus de quoi je... Oui, et donc si jamais il fait une suite, moi j'ai besoin que ça soit aussi thématiquement fort, en fait. Parce que l'histoire de Miyagi, le fait de prouver à sa mère, parce que sa mère est un personnage aussi important dans le film, et tout le truc tourne autour de notre famille est un peu dévastée, moi je serai responsable pour notre famille, et être responsable pour sa famille se retrouve aussi à être responsable dans le match. Trouver sa place, s'affirmer, comme je disais, évoluer, en fait, grandir, et on le voit grandir, et sa mère le voit grandir. Exister, et pas par l'intermédiaire de son frère, et pas dans l'ombre de son défunt frère qui pourra jamais dépasser, juste être accepté pour ce qu'il est lui. Non, c'est magnifique, ouais. En plus, voilà, s'il fait une suite, il y a besoin en fait d'un propos aussi, quoi. D'accord. En plus, la scène où sa mère, elle va au stade et qu'elle va se mettre à vouloir enfin l'encourager, et que c'est la manager qui parle plus fort, j'ai trouvé ça vraiment... J'en ai encore la chair de poule. Mais sinon, pour Inoue, pour la suite, je crois qu'il y a un journaliste qui, quand Slam Dunk est sorti en Europe, The First Slam Dunk est sorti en Europe, qui a posé la question, il a juste répondu, je peux rien vous dire. Si je vous dis qu'il y aura une suite et qu'il n'y en a pas, vous serez déçus. Et si je dis que j'en fais pas et que je me décide d'en faire une, vous direz, il dit n'importe quoi. Donc pour l'instant, je ne vous dis rien, je ne sais pas. Donc voilà. En même temps, je crois qu'il a failli laisser sa peau. Hein. Ça a été dur pour lui de bosser sur ce film. Enfin, ça se sent. Hein. Toute la sueur qui y est passée, ça se sent, quoi. Je ne sais pas si vous les avez en France, mais ici au Japon, vous pouvez acheter plein de livres où il montre tous les dessins qu'il a fait. Et même au départ, il n'était pas spécialement sûr de prendre Ryota comme personnage. Hein. Donc après, il a commencé à faire Ryota. Il a rechangé 10 fois la manière de faire les dessins pour le The First Slam Dunk. Le travail qu'il a dû mettre là-dedans, ça a pris plusieurs années, je pense. Donc c'est très bien. En plus, du point de vue de Shōgoku et de Sakuragi, de Rukawa, pour moi, l'œuvre, elle est terminée. C'est-à-dire que Sakuragi, encore une fois, au début, il est super fort physiquement, mais il est nul en basket. Et lui, il veut devenir le meilleur en basket, et pour lui, être le meilleur en basket, c'est faire un slam dunk. C'est-à-dire, c'est faire un panier avec un dunk et éclater le panier. Et son arc narratif aboutit au fait qu'à la fin, il va juste faire un panier tout simple, le panier de base qu'on lui a appris. Il suffit juste, je ne sais plus comment il le formule, mais il dit il suffit juste de la main gauche. de l'accompagner de la main gauche, et il marque le panier de victoire. Et l'autre arc narratif, c'est Kaede Rukawa, qui, lui, son gros point faible, parce que c'est le meilleur joueur, tout le monde le reconnaît, tout le monde le dit, c'est le meilleur joueur. Et en face, Sawakita, il a trouvé son point faible. Et vous savez ce que c'est, son point faible? C'est qu'il n'a jamais fait une passe. Il n'a jamais fait une passe. Et à la fin, pour gagner le match, quand il comprend qu'à 3 secondes de la fin, il n'a plus qu'une seule chance de gagner le match, c'est de passer la balle à celui à qui il s'est juré de jamais donner le ballon inconsciemment. Il l'a jamais formulé comme ça, mais il le donne à Sakuragi qui marque. Et là, les deux,
c'est mortel, c'est mortel. Le moment où il se claque la main, ça y est, c'est la fin. C'est un peu Naruto contre Sasuke, on va dire. C'est Et c'est oui, le moment. vraiment, Naruto et Sasuke, ils se touchent pas. Ouais, voilà. Bah, ici, ils s'amputent d'un bras mutuellement. Non, Ça, mais non, mais bref. ça, c'est genre pure masculinité toxique. C'est Voilà. genre leurs bras coupés et t'as leur sang qui se rejoint. Ils vont quand même pas se toucher. C'est genre, vas-y, fais-lui un câlin, casse pas les couilles, quoi. C'est ça. En tout cas, pour moi, ce manga est fini. Et puis, je pense qu'on l'a craqué, hein, le code. C'est-à-dire que la suite, on le sait ce que c'est la suite. C'est pas Slam Dunk, c'est Real. Donc, Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. 100%. j'attends de voir ça, film moi. Real, ce serait extraordinaire, quoi. Un film ou une série aussi bien produite, mais on se doute que c'est pas possible. Donc, un ou des films. Real, il y a plein de choses à raconter. Et c'était un peu une de mes recos du jour, mais j'en ferai d'autres, du coup. Très bien, très bien. Mais on arrive déjà à la fin de cette émission. On C'était va beaucoup passer. trop court. Mais oui, On va mais refaire 6 ou 8. J'ai un Voilà. dernier truc à Vas-y, dire, vas-y. parce que par rapport à la mise en scène, est-ce que vous avez compris que la famille de Miyagi a un défaut congénital? Non. Alors ça, c'est un truc quand je vous dis que ce film vous récompense de le voir plusieurs fois. Je l'ai vu, donc je crois que c'est autour de la 5e, 6e fois. Parce qu'au début, c'est assez bien foutu, parce qu'au début, le père meurt, mais on ne sait pas de quoi. Au début, comme on voit sa photo et il y a un peu la mer derrière, moi je comprends du coup qu'il est marin immédiatement. Ça, c'est un autre truc dans le film qui me rend taré, c'est que genre... Ils sont tous morts en mer. Non, justement, et non, il n'est pas mort en mer. Ah Mais oui, je c'est me dis vrai. qu'il est marin et qu'il est mort en mer. Et juste pour dire aussi que genre, pour te dire que Mitsui, c'est le gars qui marque les 3 points, quand tu le vois quand il est jeune, la façon dont on introduit le personnage, c'est qu'il déboule et il marque un 3 points, alors qu'il est jeune. Donc ça, je trouve ça très cool aussi. Donc c'est des petits trucs comme ça. Et donc non, le père, il est mort, mais on ne sait pas de quoi. A priori, assez brutalement et assez jeune. Moi, je m'étais dit, il est mort en mer parce qu'on voit la mer derrière sur sa photo et qu'il est marin. Et il y a son fils qui dit, bah, je serai le capitaine de la maison, maman. Je me dis, ok, marin, j'ai pigé. Sauf qu'effectivement, le fils meurt en mer aussi. Et je me dis, non, quand même, il le dirait, en fait, les deux gars qui ragotent sur le coin du terrain, ils diraient, en fait, que le père et le fils sont morts en mer. Ce serait quand même une grosse coïncidence. Et en fait, depuis le début, Sota, le frère de Miyagi, dit, quand il s'entraîne avec lui, toi aussi, ça te fait ça, que ton cœur va bientôt exploser. Et tout le long, en fait, Miyagi dit, mon cœur va exploser, mais je peux pas le montrer. Et ça pourrait être une métaphore, ça pourrait être juste un truc où il est stressé, il est je sais pas quoi. Mais non, dans le flashback de la mère, on voit Miyagi effondré par terre et sa petite sœur qui l'appelle et qui fait, maman, il y a un problème. Et il est juste effondré par terre. Et ça, c'est que un truc en sous-marin, en fait. Et je pense que le père est mort d'un arrêt cardiaque, ou en tout cas d'un défaut vasculaire, que Sota avait le même truc, et que Miyagi, du coup, a le même truc, et que lui, il essaye, du coup, de vivre avec. Donc, il y a un côté un peu Julian Ross, si vous vous souvenez de Captain. To do you est au meilleur football. Mais voilà, et ça, c'est un truc qui est par exemple pas du tout dit. C'est vraiment un truc que tu comprends au fur et à mesure que tu vois le film. Et moi, au bout d'un moment, je suis genre, ah, mais c'est ça en fait. Voilà. Trop bien. Et du coup, il y a Arana Kume qui nous dit en commentaire, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et c'est ça le Café Multiverse, parce que on a des invités qui viennent de tout horizon, qui ont des points de vue totalement complémentaires, différents parfois, ou qui se rapprochent. Et c'est ça qui fait notre force. Et qui nous donne une info aussi, qui nous Oui. dit que y a le manga Pierce qui est sorti 20 ans après et qui va sortir en novembre, si j'ai bien compris, hein, c'est ça, Qui va chez sortir Kana. chez Kana apparemment en novembre. Donc c'est super. On est raccord, voilà. Et c'est même ça le Café Multiverse, c'est des auditeurs de qualité qui nous donnent des informations de qualité. C'est génial. Et on va finir pour le coup avec les recommandations de la semaine. Rutil, est-ce que tu peux commencer? Oui, alors j'aimerais recommander ce que je pense être une pure fanfic, enfin un pur doujin quelque part de Slam Dunk, c'est la série Haikyuu. Je recommande particulièrement l'animé, parce que surtout les premières saisons d'animé, parce que c'est fait par du IG Production en très très grande forme. Il y a un traitement dans le chara design que j'ai pas vu dans d'autres shonen de sport. D'ailleurs, je pense que c'est un traitement plutôt shoujo en fait. C'est une série que j'aime beaucoup, dont j'étais absolument passionné pendant très très longtemps, parce que
c'est une série où l'autrice, je vais dire l'autrice parce que j'ai eu des infos. suppose. Voilà, je suppose, j'ai eu des infos comme quoi des amis à elle avaient grandi avec elle à l'école. Et a priori, elle est assignée femme à la naissance et je pense que comme beaucoup d'autrices de shonen, elle préfère que son genre ne soit pas dévoilé parce que une femme qui fait du shonen, voilà. Mais si ça se trouve, c'est aussi peut-être quelqu'un de trans, je sais pas. Mais bon, je vais dire elle parce que je trouve que sa sensibilité en tout cas est très shoujo. Elle faisait de l'horreur d'ailleurs avant, ce qui est un genre très shoujo aussi. Et donc, ouais, ce qui est très intéressant, c'est que tous ces personnages fonctionnent par duo. Donc, on a Hinata, qui est le rouquin tête brûlée, qui saute très très haut. Est-ce que ça vous dit quelque chose qui a comme rival un mec avec des cheveux bruns raides qui est très 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 obsédé par le volleyball, parce que c'est du volleyball, c'est pas du basket, Haikyuu, et qui comprend que le volleyball dans la vie et qui est très très fort au volleyball et voilà, c'est tout ce qui l'intéresse. Ils ont une relation de rivalité intense. Vous avez aussi les troisième années, dont un petit libéraux, c'est-à-dire vraiment celui qui est à l'arrière du terrain et qui va rattraper toutes les balles. Il a les cheveux pleins de gel, qui a un peu une tête brûlée, qui est un peu un voyou, mais aussi juste il veut être cool dans la vie. Et il a une relation un peu antagoniste avec un grand troisième année qui a des cheveux longs et qui a quitté l'équipe, mais qui va revenir. Est-ce que tout ça, ça vous dit quelque chose Enfin, etc., etc. Bon. Ça, c'est juste pour les parallèles avec Slam Dunk, mais Haikyuu, ça se regarde aussi très bien tout seul. Et comme je disais tout à l'heure, c'est marrant parce que le basket, en tant que sport, réunit d'énormes personnalités. C'est un des trucs qui fait que regarder les matchs de NBA, c'est fun aussi parce que voilà, c'est des grosses individualités, c'est des gens parfois extrêmement chiants. Un de mes moments préférés aussi dans le film de Slam Dunk, c'est quand Akagi dit écoutez, vous n'êtes pas mes meilleurs potes, vous êtes trop chiants. Et il a cette espèce de petit moment aussi où il est là, genre, merci de m'avoir soutenu, machin. Et les autres sont là, moi je suis là pour gagner, pour moi, connard. C'est ça. Il le molasse un peu. Alors c'est bon enfant, mais je trouve ça très intéressant par rapport à la fois à leur personnalité et le jeu qu'est le basket. C'est pas tant un sport d'équipe que ça, c'est un peu un sport de 5 personnes extrêmement fortes individuellement. Et ils se rendent mutuellement heureux en se permettant à tous de faire corps. Au top, si vous avez fréquenté des basketteurs dans votre vie, c'est un peu des connards aussi en vrai, en termes de sport en tout cas. Bon, on sera totalement démonétisé, ça c'est fait, c'est acté pour ce soir. Ou alors peut-être qu'on aura un buzz sur des basketteurs Bien qui viendront sûr. nous tracher en commentaire. Je fais un petit récapitulatif donc de la reco pardon, De je n'y Rutil. arrive plus. De Rutil, merci. Donc c'est Haikyuu, les As du volet, ça s'appelle en français. C'est sorti en 2000, c'est sorti chez Kazé, si je me rappelle bien. Je crois que c'est disponible en streaming de toute façon, il me semble. Et c'est disponible, et alors là je te série. parlais du manga, Oui, du manga, pardon. et c'est disponible en streaming sur Crunchyroll. Très bien. Oui, très, très bel anime, très belle BO, et justement, juste pour finir, que le volley, c'est beaucoup plus un sport d'équipe que le basket, et on nous le fait comprendre. Contrairement à plein d'autres shonen de sport, il suffit pas qu'un protagoniste très fort tire l'équipe à lui tout seul. Ah oui, non, ça c'est clair. Ismaël, ta recommandation de la semaine, s'il te plaît. Oui, on va aller sur un autre animé de basket qui est sorti en début d'année. Je crois que c'est en février, si je ne dis pas de bêtises. Left Hand Layup, qui est un animé chinois, qui est pour moi peut-être le meilleur animé de basket depuis Slam Dunk. Entre-temps, il y en a eu quelques autres, mais celui-là, il est fabuleux. En gros, le pitch, il est tout simple. C'est un jeune collégien qui va rentrer au lycée, comme dans beaucoup d'animés. Et lui, il veut rentrer dans une certaine école, mais sa grande sœur se trompe. En fait, elle le met dans une école du même nom, mais comme on est au Chine, les kanji, elle s'est trompée. Donc, elle le met dans une école beaucoup plus faible. Et là, elle va commencer avec 2-3 autres joueurs à essayer d'aller jouer contre la plus grosse équipe et d'aller la battre. Donc, en fait, un slam dunk bis. Mais je trouve que, comme dans beaucoup d'animés chinois récents, l'humour est plutôt présent, donc c'est franchement quelque chose à aller voir. Très bien, on mettra le lien vers la recommandation dans les commentaires. Greg, ta reco.
Eh bien, j'avais pas prévu, et plus on en parlait dans l'émission, plus j'ai repensé à cette série Netflix cette série documentaire que j'ai vue, et c'est pour ça en plus, vous voyez, c'est mon inconscient qui a parlé quand j'ai dit The Last Slam Dunk. En fait, je pensais à The Last Dance, le documentaire sur les Chicago Bulls. Je crois, alors dans mon souvenir, parce que je l'ai vu il y a quelques années déjà, que c'est au moment du retour de Jordan dans l'équipe, et on voit, en fait, on se rend compte, et je me rendais pas compte à quel point je connaissais enfin pas personnellement, mais je connaissais les noms de chaque joueur de l'équipe. Là aussi, hein, ça rebondit tel un ballon de basket sur ce que tu disais, Rutil. On se rend compte, donc il y avait Scottie Pippen, bien évidemment, j'ai pu ressortir les noms comme ça, mais voilà, oui, mais je cherche le nom du mec qui a fait du cinéma un petit peu après. Bref, en tout cas, Dennis Rodman. Dennis Rodman, merci, je te Mais remercie c'est beaucoup. Sakuragi. Hein. Oui. Mais en fait, là, comme Inoue est un gros fan de NBA, ça, c'est les Chicago Bulls. Kainan, c'est les Lakers. Shoyo, c'est les Celtics. Et en fait, dans l'équipe dans l'équipe de Shohoku, et Sakuragi, c'est Rodman. Kawa, c'est Jordan. En fait, et même quand tu regardes les chaussures, tu les vois, en fait. Ouais. Akagi, c'est un autre gars, par contre. C'est Carl, je sais plus qui. Et Miyagi, c'est Muggsy. C'est ça. Et The Last Dance, c'est un documentaire, je sais pas si vous l'avez vu ou pas, c'est vraiment monté sous forme d'épisode, et limite on a l'impression de regarder pareil comme un shonen, parce qu'en fait ça introduit à chaque fois un joueur particulier et le rôle qu'il a joué quasiment en temps réel, et comment finalement cette équipe où on avait prévu de virer tout le monde, en fait, hein, ils se sont dit bon, ils commencent à être trop vieux, ça va pas le faire. En fait, on s'aperçoit que les joueurs se rebellent un peu, se reprennent en main, et comment chaque joueur, y compris qui sont plutôt sur le banc des remplaçants, à un moment donné, vont vraiment tirer leur épingle du jeu et faire le match de leur vie pour donner cet ultime titre de champion aux Chicago Bulls, de cette époque en tout cas. Voilà. Et pareil, on remettra le lien dans la description. Moi, ce sera pas du sport, ce sera pas de l'animé, ce sera pas du manga. Pour une fois, ce sera une chaîne YouTube. D'habitude, c'est toi, Greg, qui recommande les chaînes YouTube. J'ai failli. C'est une chaîne qui s'appelle Piano Jazz Concept, donc qui décortique des musiques de films, et qui s'est mis il y a peu de temps, et là ça fait plusieurs numéros déjà, à décortiquer des musiques de dessins animés, et notamment d'animés, et sa dernière vidéo, elle se base sur Cowboy Bebop. Voilà. Donc Piano Jazz Concept, pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, ces 2 dernières vidéos, par exemple, l'inexorable déclin des musiques de dessins animés, j'avais commencé à regarder, et puis l'effondrement du niveau musical dans les James Bond, par exemple. Donc, ça, c'était dans les vidéos les plus populaires, en effet. En tout cas, écoutez, merci à vous trois d'avoir passé cette soirée ou cette matinée, suivant votre pays et votre temporalité, avec nous, avec tout le monde, avec tous les auditeurs du Café Multiverse. Greg, j'aurai plaisir à te retrouver la semaine prochaine avec 4 auteurs, mais tu vas nous en dire plus dans un instant. Rutil, ça nous a fait très 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 plaisir que tu sois là, que tu aies accepté notre invitation. Voilà. On aura plaisir à t'inviter aussi pour le deuxième film des des mousquetaires, voilà. Voilà. C'est ça. Parce que Rutil, c'est un peu comme ça que je l'ai connu. Alors maintenant, on se découvre, on se parle pour la première fois en vrai, hein, on va dire la vérité. Mais je la lis depuis très longtemps sur Twitter, et effectivement, j'aurais tellement voulu pouvoir l'inviter au moment des mousquetaires, parce qu'elle tirait à boulet rouge et à boulet de boue sur le film. Fallait-il en rajouter? Et les mousquetaires, alors moi j'ai beaucoup de plaisir à les lire tant que Twitter est gratuit, hein, pour l'instant. Tout ce qu'elle écrit sur Twitter, et j'étais très heureux de te recevoir aujourd'hui, et j'espère qu'on vous recevra tous les deux à l'occasion de d'autres émissions. Voilà, Ismaël,
pareil pour toi, Ismaël. Très très heureux d'avoir pu Ah, merci de t'avoir dans m'avoir invité. l'émission. C'est super de t'être libéré, d'avoir acheté aussi une webcam spécialement pour l'émission, je tiens à le préciser. Hein. C'est pas vrai. Oh Il là a là. fait énormément d'efforts. On aura plaisir à t'inviter à nouveau. Voilà. Et Greg, Avec grand tu peux plaisir. nous dire 2 mots sur l'émission de la semaine prochaine, tout de même. Alors, l'émission de la semaine prochaine, il faudrait que je retrouve mes De fiches. Bombix. Oui, c'est ça. On va accueillir. Non, mais surtout, je ne voudrais pas me tromper sur les invités parce qu'on va faire 2 émissions, Ouais. dédiées à la sortie de la BD Bombix. Donc, j'ai des collègues d'atelier. La première émission, donc le mardi 26 septembre, on aura Alexis Santenac. Espérons, là, j'ai pas la confirmation, donc leur éditeur chez Comics Bureau, Olivier Steinfaster. Et Vincent donc. Brujas. Vincent Brujas, le scénariste, et donc dans la deuxième partie, on aura plus ceux qui ont œuvré au dessin. Et je pense j'imagine qu'on rediffusera le tout en même temps sur YouTube, je suppose. On verra comment On verra. diffuse C'est lui ça. qui fait le montage. Je me suis engagé pour Ne me rien. rajoute pas trop de boulot. Déjà qu'aujourd'hui, je vais devoir me rajouter du boulot en recadrant correctement cette année. cette année Mais bande-annonce non. qui n'a pas voulu Laisse-la comme ça, se mettre. comme ça. Voilà. Ça rajoute un côté Et, humain. et on vous remercie tous d'avoir été là et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao! Salut! Ciao, ciao.